Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir à tous. Merci de nous renouveler votre fidélité et votre attention. Attention, fidélité, compréhension, sollicitude, attachement, empathie. Je dois à la vérité de vous confier que je me sens tellement bien traité par vous, habitué de notre série de panels en ligne, les après-midi de la tech, qui vont bientôt marquer leur première année depuis un défilé ininterrompu de grands acteurs du numérique au Sénégal comme ailleurs. Loin de nous contenter de nous en réjouir, bien évidemment, nous le décryptons surtout comme un rappel à toujours faire plus, un appel à plus que nous dépasser, nous surpasser, tenant compte de votre exigence et du principe qui veut qu'on ne se contente pas de peu. Merci donc à vous, merci aux nombreux partenaires qui nous accompagnent depuis le début et dont les logos figurent en bonne place sur les infographies de ce rendez-vous. Je pense à Iliin Hotel qui nous reçoit sur la VDN régulièrement avec ce beau décor derrière. Je pense également au Fonds de développement du service universel des télécommunications qui vient de nous rejoindre. J'aimerais d'ailleurs à l'endroit de toute l'équipe, le coordonnateur en tête, Manel Fall, dire toute ma reconnaissance et toute mon amitié. Les panels à mode collectif et individuel, ce 5 mai, place un compatriote que je n'ai pas reçu, que je n'ai jamais reçu d'ailleurs, une vie de boy Dakar jusqu'à l'âge de 13 ans avant d'embarquer pour plusieurs destinations, le Moyen-Orient, l'Asie donc, l'Europe puis l'Amérique. On n'oubliera pas l'Afrique, une présence dans tous les pays à de rares exceptions, un esprit d'Américain, vous allez le voir, une rigueur et surtout une réactivité à toute épreuve, une carrière passée au sein de prestigieuses multinationales, Microsoft, Oracle, j'en passe. Et aujourd'hui, notre invité de marque se connecte à la monétique avec sa startup Outsource Monétique pour conquérir l'Afrique d'abord avant d'attaquer le reste du monde. Bonsoir, Nika Diol. Bonsoir, Ousmane. Merci d'être au rendez-vous. C'est vraiment un immense honneur, d'autant plus que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre de vous-même, de votre parcours, mais également vous avez des regards à partager avec nous. Un premier constat, d'abord un prénom tout de même habituel, mais un nom de famille rare. Un premier regard déjà sur ce parcours que l'on vient d'écrire. Oui, alors le nom, il est assez atypique, c'est vrai. Le nom Oui, et le prénom d'ailleurs. oui. Certains, quand je leur parle, me demandent est-ce que je suis camerounais, est-ce que je suis gabonais, est-ce que je suis congolais. Non, je suis sénégalais. Hmm. Né, grandi au Sénégal, Poulard. C'est un nom de famille Poulard. Alors, le nom de famille Diol, c'est Poulard et Lebou. Vous en À la trouverez fois. dans le nord, au Fouta, Mhm, mhm. mais également ici à Dakar. Si vous allez dans un bon village Lebou et que vous appelez le nom de famille Diol, certaines personnes le reconnaîtront effectivement. Donc voilà, c'est un nom typiquement sénégalais. Mhm, Donc voilà, je suis né au Sénégal, grandi jusqu'à l'âge de 13 ans. mhm, Et comme papa était diplomate, mhm, puis ensuite a travaillé également dans des multinationales étrangères, mhm, donc à partir de l'âge de 13 ans, en fait, j'ai commencé à avoir vraiment cette exposition à mhm. l'international, donc ayant eu à voyager dans plusieurs pays déjà dans ma jeunesse et dans mon adolescence, et ensuite à avoir eu également l'opportunité de continuer cette exposition à l'international lorsque j'ai eu à rejoindre des entités telles que Microsoft, telles que Oracle, et également, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Donc voilà, donc je passe beaucoup mon temps à m'imprégner de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se vit ailleurs. Et c'est ce qui contribue un peu à, je dirais, mes réflexions de tous les jours quand je les apporte à un niveau professionnel. Oui. Ils sont très imprégnés également de ce que j'ai vécu ailleurs et que j'essaie de voir comment de manière, je dirais, intelligente, parce qu'on ne peut pas faire que du copier-coller. Il faut Oui. copier, traiter, processer avant de coller chez soi. Adapté. Oui. Adapter, voilà. Donc, c'est dans Oui. ce principe-là. Oui, en tout cas, un riche parcours, machallah, comme on dit, au Sénégal, entre l'Afrique. Donc, vous partez d'abord du Sénégal, vous l'avez dit, à l'âge de 13 ans, issu, né, disons, d'un papa diplomate. Naturellement, le monde s'ouvre à vous, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Ça change quoi en vous, finalement, tous ces voyages, toutes ces rencontres avec d'autres acteurs sur d'autres univers? Ça change quoi en vous? En fait, ça m'a rendu, je dirais, multiculturel déjà, dans le Oui. sens où, en fait, ça permet
de s'imprégner des réalités, des cultures, d'une façon de vivre. Voilà, ça transforme la personne en fait. Aujourd'hui, Oui, j'ai ce qu'on oui, appelle vraiment un vrai melting pot, dans le sens où en fait, j'arrive à m'adapter quel que soit le pays où je suis, le contexte où je suis, les gens avec qui je suis. Et je pense oui. que c'est grâce à cela, en fait, à cette exposition à de multiples cultures, être sous plusieurs cieux. Et ça finit par déteindre. Ça déteint non seulement personnellement, déjà, de par mon état d'esprit. J'ai un état d'esprit très ouvert. Je suis ouvert vraiment à toute forme de critique, de contribution, je peux mener une discussion sur tous les sujets Oui. et j'ai un vif intérêt tout le temps quand je le mène. Mais ça change. Ça impacte de beaucoup, aussi bien personnellement que professionnellement. On aura sûrement les questions du public hein, qui nous rejoignent au fur et à mesure, Mikadiol. Mais toujours des questions préliminaires. Qu'est-ce qui explique un peu votre choix du numérique? Vous allez peut-être me répondre parce que papa était dans le numérique ou c'est plus que cela? Non, non, comme j'ai dit, papa était plutôt diplomate, donc il était plus dans les relations humaines, dans la discussion, dans l'écrit, voilà. Moi, c'était, je dirais, c'est parti du premier ordinateur qu'il nous a offert quand on était tous enfants. Et donc, j'ai appris à m'habituer à cette machine, à travailler avec. À l'époque, c'était les fameux Intel Pentium. Je ne me souviens même plus de quel type de Wow. machine il s'agissait. Ça date de, voilà. Je crois que c'était en 95, 94 que j'ai eu mon premier ordinateur à la maison. Et donc, c'est parti de là. Donc, le déclic est parti de là. Le fait de travailler avec une machine de manière interactive, de rentrer des informations, d'avoir un retour d'informations. Donc, c'est ce qui m'a permis de commencer à prendre goût vraiment à la technologie. Et Oui. ensuite, au fur et à mesure des études et de la carrière, d'adresser plusieurs autres horizons, que ce soit dans les télécoms, dans le développement, dans les infrastructures réseau, les infrastructures systèmes. Voilà, j'ai vraiment été un touche-à-tout. J'ai touché à de multiples environnements technologiques et numériques. Être fils de, c'était un fardeau, c'était une fierté, parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Quand on est fils de diplomate, de ministre, est-ce que c'est une lourdeur, un fardeau que l'on porte ou vous ne le voyez pas comme ça? Oh, je le verrais plutôt comme Une un, chance? comme une base, comme un socle de départ, mais qui ne veut pas tout dire. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était très orienté sur les études, sur l'écrit, bien sûr, un diplomate, ça doit bien parler, bien écrire et Oui. bien négocier. Donc, Et je ça pense doit que être rigoureux aussi, hein, n'est-ce ça doit pas? être rigoureux, effectivement. Oui. Donc ça, je sais que je l'ai hérité de lui, et d'ailleurs tous mes frères et sœurs d'ailleurs. Donc on a hérité de ça. Maintenant, après, chacun a eu je dirais, son tracé. Mais on a tous en fait hérité de cette faculté, de cette base-là. Donc Oui. non, je dirais pas un fardeau, plutôt un atout sur lequel maintenant il faut capitaliser et se construire sa propre personnalité. C'est pas parce que mon père était diplomate que j'ai voulu suivre le même cursus, mais j'ai voulu exploiter ce qu'il nous a inculqué comme valeur, comme base en fait à avoir dans la vie de tous les jours et maintenant me construire ma propre personnalité, mon propre chemin et bâtir sur ça. À 44 ans aujourd'hui, on serait attendu peut-être que l'entrepreneuriat vienne un peu plus tôt. Souvent, au sujet de l'entrepreneuriat, vous connaissez un peu la chanson, on parle de choix, d'autres parlent de contraintes. Vous, on vous met finalement dans quelle rubrique? Ben, La écoutez, contrainte ou la liberté, le choix? écoutez, les chiffres montrent que et vous pouvez rechercher ça sur Internet. Oui. Hormis quelques exceptions, si vous prenez les Mark Zuckerberg et autres qui ont construit leur compagnie quand ils avaient entre 18 et 25 ans, Quand ils étaient étudiants, oui. exactement, mais les chiffres montrent que les entreprises qui réussissent le mieux, qui ont une plus grande durée de vie, sont celles dont l'entrepreneur a monté son entreprise entre l'âge de 38 et de 44 ans. OK. C'est ce que montrent les chiffres. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a eu le temps d'éprouver, de passer par de multiples chemins, d'avoir une expérience de la vie, une expérience professionnelle, un réseau de contacts, surtout.
qui fait que le jour où on décide en fait de monter sa propre structure, on a pratiquement tous les éléments du puzzle. Mais Il ce n'est faut pas juste trop maintenant facile en même savoir, temps. Est-ce que c'est pas est-ce que, facile en même temps quand on va vers l'entrepreneuriat et que finalement on se retrouve avec des risques presque tout se réduit? C'est pas un peu euh, facile, ça ne fausse pas le jeu, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'aventure, non? oui, oui, absolument, Non? absolument. Oui, écoutez, il y a quelqu'un qui a dit qu'un entrepreneur, c'est un individu qui se jette d'une falaise et qui construit un avion au passage avant Voilà. d'arriver vers le fond. Donc, ça dit tout. Ça dit en Ah, fait que ce n'est pas ce n'est pas du tout repos, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices également. mhm. Sacrifice à un niveau individuel, mais également sacrifice au niveau de la famille, parce que vous passez beaucoup de temps sur votre projet, vous y croyez, vous devez le lancer, et du coup, bah, ça consomme énormément de temps sans que vous vous en rendiez compte. Donc, ce n'est pas les premières années, le temps en tout cas que l'entreprise se lance et se stabilise, ce n'est pas du tout repos. Après, peut-être, mais en tout cas, les premières années, ça ne l'est pas. Oui, vous êtes bien placé pour le savoir, Mika Diol, parce que actuellement, on y reviendra, mais c'est important d'en dire déjà quelques mots au passage. Vous mettez en place, je dis bien, vous mettez en place, vous êtes toujours dans le processus, une start-up spécialisée dans la monétique. Pourquoi de la monétique? Alors, mon constat, et je crois que toutes les personnes qui nous écoutent feront le même. Je suis parti d'un constat très simple. Oui, Pourquoi la monétique déjà? C'est que la monétique est partie prenante de tout ce qui est technologie, informatique, communication, réseau, etc. Mais c'est mon choix de partir vers la monétique a été défini par un vécu. Le constat que je fais, c'est-à-dire que le réseau de parcs, le réseau GAB, en tout cas le nombre de GAB en oui, termes de couverture, de facilité d'accès en Afrique subsaharienne est l'un des plus bas. Le taux moyen de GAB, nombre de GAB par centaine de mille d'habitants, ce sont des données publiques. oui, Euh, Au Maroc, par exemple, il est de 47. C'est-à-dire que pour chaque tranche de 100 000 habitants, vous avez 47 GAB qui sont disponibles, éparpillés, auxquels la population a accès. oui, Vous venez au Sénégal, on passe de 47 à 5,8, 6. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 GAB pour chaque tranche de 100 000 habitants. Et cette valeur est plus ou moins la même. Elle est vraiment lissée en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donc un parc qui est limité en termes d'accès, mais également un parc qui est limité en termes de fonctionnalité. Je m'explique. oui, Dans 98% des cas, dans un GAB où vous rentrez dans un local GAB ici à Dakar, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce GAB ne peut faire qu'une seule fonction, qui est celle de distribuer de l'argent. Alors qu'un GAB, en réalité, peut faire dépôt d'argent, retrait d'argent, dépôt de chèque, paiement de facture, relevé de compte, impression de relevé, oui, impression chèque et même impression carte. Donc, vous voyez, un GAB, en fait, offre une multitude de fonctionnalités oui. qu'aujourd'hui, si vous regardez sur la place, ben, vous n'avez, comme je l'ai dit, 98% des GAB ne vous permettront de faire que du retrait d'argent et le reste, les 1 ou 2% restants, vous permettront peut-être de déposer de l'argent. Voilà à quoi se limite, en fait, si vous voulez, l'offre, je dirais, GAB sur le marché en termes de quantité. Je vous ai donné les valeurs de couverture et en termes de qualité, c'est-à-dire en termes de services proposés et offerts par le réseau de GAB en Afrique de l'Ouest et du Centre. Oui, mais effectivement, vous l'avez dit, il y a une pluralité de possibilités. En même temps, on se contente de peu. Qu'est-ce qu'elle explique? C'est parce qu'il n'y a pas une forte demande au Sénégal ou c'est parce que les acteurs sont un peu figés au siècle dernier? C'est quoi le problème? Alors, si je devais faire une analyse, je le situerais à deux niveaux. Oui, Au niveau des entités qui mettent à disposition ces GAB-là, c'est-à-dire le réseau de banques, parce que la régulation en Afrique de l'Ouest, en tout cas zone BCEAO, fait qu'un GAB est forcément opéré par une banque. Donc ça, c'est la règle, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est au niveau des banques. Et chaque banque, bien sûr, a ses réalités, a ses budgets, a sa stratégie de positionnement sur le marché,
à son niveau d'investissement qui varie d'une banque à une autre, selon que ce soit un grand groupe ou un groupe de moindre taille, selon les conjonctures économiques du moment. Oui, La COVID, par exemple, a été un bon exemple. Voilà. Donc, les banques, en fait, investissent dans les GAB sur une approche qui est la suivante. mhm, Je veux juste une extension de mon institution, quelque part ou à des endroits stratégiques, si on peut dire, pour que mes clients qui sont détenteurs de ma carte puissent aller faire du retrait d'argent. C'est comme ça que les banques raisonnent. Il y en a quelques-unes, bien sûr, qui cherchent à aller un peu plus loin que juste la possibilité de retirer de l'argent. Maintenant, qui dit banque qui doit acheter des GAB, dit fournisseur de GAB. Et là également, moi, je porterai maintenant beaucoup plus, je dirais, la raison, le motif, oui, oui, au niveau plutôt des revendeurs, des prestataires et des distributeurs de GAB. Dans le sens où, en fait, et là, je parle de mon expérience quand j'étais chez Microsoft et Oracle, oui, lorsqu'on se présentait chez des clients, non seulement on leur présentait la technologie d'aujourd'hui, mais on leur présentait également la technologie qui va arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Du coup, le client, il a le temps de se préparer et de faire des choix et de dire, très bien, au lieu de partir sur la technologie de cette année-ci, je vais partir sur la technologie qui va arriver l'année prochaine ou l'année d'après. mhm, Donc, il y a ce qu'on appelle en fait cette demande de changement, d'innovation en mhm, fait du marché qui doit être insufflée très logiquement par les entités qui sont détenteurs de la technologie, qui sont détenteurs de la connaissance des produits et qui devraient être capables en fait d'insuffler le marché et de le tirer vers le haut. Par contre, si aujourd'hui donc vous avez un peu un cercle qui tourne, où en fait vous avez donc des banques qui ne demandent que ce dont ils ont besoin, et ça leur suffit très largement. Hein. Je ne dis pas qu'ils doivent en prendre plus forcément, oui, mais en face, vous avez des partenaires également qui répondent tout simplement à ce que la banque demande. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas d'un acteur sur la place qui aujourd'hui était capable de tirer le marché vers le haut en disant, oui, écoutez, moi je suis opérateur indépendant, je viens avec la technologie que je choisis, que je retiens, le type de service que je choisis, que je retiens, et qui, d'après mon expérience personnelle, match avec les problèmes, les réalités des populations. Et je les mets sur le marché. Donc, c'est de là, en fait, qu'est partie un peu je dirais, toute cette aventure et oui. qui nous a conduit à monter Outsource Monétique. Oui, mais quand on parle un peu de ces nouvelles possibilités que l'on trouve même dans des pays comme le Maroc, évidemment, je ne vous apprends rien, Mika, pourquoi est-ce que, par exemple, dans nos pays, au Sénégal, la BCAO ne dirait pas, voilà, voici l'état du marché, l'état de l'évolution technologique bancaire ailleurs, et dans les pays que moi je dirige, mon façon de parler, je veux qu'on tende un peu vers ça. Si vous vous souvenez un peu, le marché de l'identification des numéros, l'ARTP, à un certain moment, a jugé que c'était nécessaire qu'on y aille et l'ARTP a tiré tous les opérateurs vers ce niveau-là, pour ne pas dire à imposer finalement ce virage. Est-ce qu'il ne revient pas à notre régulateur d'imposer un peu le tempo, non? Alors, justement, le régulateur, ils sont deux en réalité. Il y a deux régulateurs. Vous avez la BCEAO et vous avez le GIM, le groupement intermonétique de la zone UMOA, Oui, donc ce sont les deux gendarmes, je dirais. Alors, sauf que si je puis dire, la démarche qui consiste à imposer un certain nombre de services à un certain type de modèle de GAB, le régulateur, en fait, ne peut pas aller jusque-là. Je veux dire, chaque banque est libre de choisir le type de GAB qu'il veut et de mettre en place le type de service qu'il veut dès l'instant que c'est conforme par rapport à la régulation du marché. mais il y a la qualité de service, non? Exactement, exactement. Oui, Alors, pour oui, ce qui est du retrait d'argent, la oui, qualité de service y est. Hein, je veux dire, aujourd'hui, vous voulez tout simplement retirer de l'argent, vous allez peut-être tourner un peu pour trouver un GAB, vous trouvez le GAB, vous voulez retirer de l'argent. Dans la majorité des cas, le service est délivré. D'accord? Par contre, si maintenant vous voulez rendre le GAB comme étant un canal, en fait, où la personne vient pour ne pas faire que du retrait d'argent, la oui. preuve, aujourd'hui, hormis le retrait d'argent, tout le reste, vous devez aller forcément en agence bancaire. Alors qu'aujourd'hui, une banque peut aujourd'hui déplacer sur les GAB, sur les ATM, des fonctionnalités, des services que les personnes
iraient aller chercher en agence. Donc, la qualité de service, je dirais plutôt c'est le portfolio, le catalogue. Le Oui, catalogue de services, il est limité à pratiquement un seul ou un et demi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il s'agissait de voir comment éventuellement quelqu'un ou un acteur pouvait aujourd'hui ne pas être tributaire des contraintes des banques et ne pas également avoir la même démarche que les prestataires actuels et plutôt avoir une démarche indépendante, mais bien sûr le tout entouré sous la législation de la BCAO et du GIM, qui dit oui. en fait que je déroule un certain type de gap, je les mets en place, j'y applique un certain nombre de services, les banques les opèrent et ça permet donc de justement d'accroître cette qualité de service, mais plutôt en termes c'est un peu comme au restaurant. Soit vous avez un En termes menu de choix. en termes de choix. C'est comme au restaurant où vous avez un menu avec juste deux, trois lignes. Et ben, c'est ce qu'il y a au menu à prendre ou à laisser. Ou Mhm. bien vous donnez un choix large aux utilisateurs. Et du coup, ils peuvent donc réaliser beaucoup plus de choses sur les gammes qu'ils ne le font actuellement. Oui, oui, mais comme on est également dans un secteur concurrent, évidemment, est-ce que ce ne serait pas un très bon choix pour une banque, une nouvelle banque qui arrive, par exemple, de dire, moi, je vais ajouter tout un ensemble de possibilités et comme ça, je me démarque des autres. Absolument, absolument. Mais pourquoi Euh, personne ne le fait? Pourquoi c'est toujours le nivellement, pardonnez le terme, un peu par le bas, en fait? C'est quoi le problème? C'est alors, coûteux? alors oui, c'est vrai que l'environnement monétique quand même coûte cher, ce n'est pas donné. Et les banques font beaucoup d'arbitrage en termes d'investissement monétique, c'est vrai. Et également, il y a le fait que les banques considèrent que les GAB ne sont pas une activité rentable. Mhm. Alors, il faudra un peu mitiger cela, hein. Moi, je dis que c'est une activité rentable parce que ça permet aux clients de la banque quand même de continuer à se voir délivrer un service auquel ils ont droit parce qu'ils ont une carte qu'ils payent chaque année ou chaque fin du mois. Donc, il faut que cette carte leur serve à quelque chose. Au-delà des paiements en ligne, il Oui. y a donc le retrait d'argent. Mais il y a également le fait que, voilà, moi, je pense que c'est beaucoup plus peut-être alors j'allais dire peut-être culturel, mais même ça ne se justifie pas. Honnêtement, je n'ai pas de réponse exacte à cela. C'est le même constat que je fais à chaque fois que je voyage et que je vois ce que je peux faire ailleurs avec ma carte sur un GAB et autres. Et quand je reviens ici au Sénégal, ben, ma carte peut juste me faire servir à, à retirer de l'argent et peut-être à faire des paiements en ligne. Donc voilà, mais je pense que c'est un marché qui est amené à se développer. Et bon, également, il y a peut-être le fait qu'il y a cette fameuse loi de l'offre et de la demande. Parfois, la demande se crée parce que l'offre est là, ou bien parfois l'offre se crée parce que la demande l'exige. Oui. Donc, on peut être dans les deux sens. Nous, on a préféré partir par celui de la demande, c'est-à-dire qu'on met en place cette demande-là et l'offre va suivre derrière de manière naturelle. On donnera la parole un peu au public, hein, un peu plus tard, s'il le désire, mais on peut déjà répondre à une question de Aliou Bassoum dans le champ de la conversation. Il dit, le développement de la monétique est-il lié à celui des portefeuilles de monnaie électronique, au fameux calpé? Vous en dites quoi? Parce que ça va être un axe fort d'ailleurs de la conversation entre nous. Tout à fait. Oui, alors c'est vrai, cette liaison entre monétique et les porteurs de monnaie électronique, écoutez, pour le moment, c'est deux mondes parallèles, mais qui sont amenés à se rejoindre. Je veux dire, le taux de bancarité étant ce qu'il est dans nos pays, c'est-à-dire très faible, alors que pratiquement toutes les personnes qui ont un numéro de téléphone mobile ont donc un compte calpé derrière. Et donc, ce qui se passe, c'est que la logique voudrait que ces deux mondes se croisent pour faciliter Oui. donc les transactions. Ben, écoutez, nous, sur le type de gap qu'on propose sur notre réseau, effectivement, il y a cette jonction entre les e-wallets et les monnaies électroniques et la partie monétique, c'est-à-dire donc les GAB et tout ce qui est traité derrière, afin que les deux n'en fassent qu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur nos GAB, lorsque vous êtes titulaire d'une carte bancaire, vous pouvez venir sur le GAB et faire des transactions bancaires traditionnelles, classiques. Mais par contre, également, sur un GAB, vous avez la possibilité, via un sous-menu, de basculer sur votre Orange Money, Free Money, Wave, ce que vous voulez, et ensuite faire des opérations de dépôt d'argent et de retrait d'argent sur ce même GAB-là. Donc, ces deux environnements-là, effectivement, ne sont pas incompatibles. Dans quelques minutes, je donne la parole d'abord à Aliou Bassoum, qui est dans le public, hein, et on le remercie pour être au rendez-vous, de même que Mokhtar et
tant d'autres acteurs qui nous suivent en même temps sur Facebook notamment. J'ai demandé l'avis d'un directeur général d'un opérateur de monnaie électronique au Sénégal, Sébastien Vetter, que vous connaissez peut-être, directeur général de Weasel, sur, par exemple, ces possibilités offertes désormais aux acteurs de monnaie électronique que leurs clients puissent retirer de l'argent au niveau des gaps. Mais est-ce que si on le fait, Mika, vous êtes en même temps conscient que c'est la fin des points de retrait et de dépôt d'argent qui génèrent de l'emploi? Quel est déjà le message peut-être pour rassurer un peu ces acteurs? Non, absolument. Je veux dire, ce n'est pas incompatible. Hein, je veux dire, déjà, les points classiques que l'on connaît pour retirer de l'argent électronique, ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'est-ce pas? Oui. Il y en a quelques rares qui ouvrent jusqu'à des heures étendues, donc le week-end, tard le soir. Par contre, si à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, vous voulez retirer de l'argent sur votre monnaie électronique, c'est impossible. Il faudra attendre le lendemain. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un créneau, je dirais, c'est un segment que les GAB offrent, alors que les opérateurs classiques n'offrent pas. Mais vous êtes d'accord quand même que désormais, on aura plus de choix et que quand on a plus de choix, on est plus libre dans le choix. C'est une question d'intelligence, non? Tant mieux pour les consommateurs. Je veux dire, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à tous les niveaux, maintenant qu'on a le choix entre 3 à 4 opérateurs telco, je veux dire, pour moi, la compétition, tant qu'elle est saine et tant qu'elle tire, elle est bonne, voilà, elle tire le marché vers le haut et le résultat n'est que positif pour l'ensemble des acteurs. On parle de transformation digitale, n'est-ce pas, avec ce que ça génère comme positif ou comme négatif, encore que comme vous le dites, il suffit de se transformer pour ne pas subir un peu les conséquences de la transformation elle-même. J'aimerais qu'on ouvre la discussion à Aliou Bassoum. Est-ce qu'il nous entend? Allô, oui, bonjour. Bonjour Aliou, c'est votre première fois, j'imagine bien, dans ces panels. Peut-être qu'une petite présentation s'impose d'abord pour connaître un peu une idée sur votre profil. Oui, bonjour mon cher, c'est Aliou Bassoum. Oui. Je suis là par la grâce de M. Diol. Je suis de près depuis quelques jours. Déjà, on est amis sur LinkedIn. Ah, enchanté, Aliou. Ouais. Et vous-même, nous sommes amis sur LinkedIn, donc voilà. Merci, bienvenue Aliou. Alors, déjà, vous avez soulevé un peu la question des calpés électroniques, des wallets. On vous donne la parole. Là, tout à l'heure, on s'est fait votre porte-parole. Là, c'est vous-même qui portez votre propre parole. Oui. Au fait, je voulais savoir en réalité la corrélation qui existe entre la monétique en tant que telle et les portefeuilles de monnaie électronique, à savoir les wallets. Si le développement de l'un ne freine pas l'autre, en fait, en quelque sorte, c'est ça la grande question, parce que les wallets, en quelque sorte, l'accessibilité, c'est lié un petit peu à l'accessibilité aujourd'hui avec les wallets. On sait tous ce qu'on peut faire avec. Voilà, on sort de chez nous, automatiquement, dans une boutique, dans une station, quelque part ailleurs, on peut faire nos transactions. Et alors que la monétique, par rapport au maillage, en fait, c'est un peu lié. Le maillage. C'est lourd, quoi. Elle est lourde, l'infrastructure. Voilà, exactement. Il faut aller soit dans une banque ou quelque chose comme ça. Et on sait que ce n'est pas dans tous les coins des quartiers qu'on trouve une banque accessible. Donc, c'est par rapport au maillage, en fait. Absolument. Vu que les wallets sont beaucoup plus accessibles, donc ma question était est-ce que le développement des wallets, un petit peu, ne freine pas celle de la monétique? Voilà. Votre remarque, merci beaucoup en tout cas, Aliou Bassoum, pour l'intervention. Votre remarque, elle est très pertinente. Et ça ramène un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est cette fameuse corrélation entre offre et demande. Je vous donne un cas concret, M. Bassoum. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez une carte bancaire, vous êtes donc client dans une banque de la place, et que vous vous rendez compte que progressivement, il y a de plus en plus de points où vous pouvez retirer de l'argent avec votre carte bancaire. Ou bien que vous n'êtes pas obligé d'aller forcément dans une banque, dans une agence bancaire, pour y trouver un GAB et retirer de l'argent. Donc, plus vous vous rendrez compte que l'accès aux terminaux pour retirer de l'argent est facile, plus à ce moment-là, vous aurez un usage pratiquement naturel de votre carte. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sur le mobile money. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, à la boutique du coin, vous ne pouvez pas marcher
50, 75 mètres à Dakar sans trouver un point. Donc, et c'est ce qui fait justement la force de ce type de produit-là. Maintenant, il y a des clients qui, de toute façon, ne seront jamais des clients d'une banque, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin, ou bien, voilà, que les raisons peuvent être multiples et variées. Mais cette catégorie de personnes, en tout cas, n'aura jamais besoin d'un GAB, par exemple. Par contre, le jour aujourd'hui où vous êtes client mobile money à 100%, donc vous n'avez pas de carte bancaire, vous n'êtes rattaché à aucune banque, et qu'aujourd'hui, vous tombez sur un GAB opéré par un opérateur différent et qui, lui, sur ces GAB, vous offre la possibilité, avec votre téléphone, tout simplement, vous n'avez pas de carte, mais vous avez votre téléphone. Vous vous présentez devant le GAB et par une série d'interactions avec le GAB, vous avez la possibilité de retirer votre argent à partir de ce GAB-là ou bien de recharger votre compte sur ce GAB-là. Là, à ce moment-là, grâce à l'offre qui s'est élargie, la demande, elle également, va s'élargir un peu. Donc, c'est un peu un cercle, je dirais, vertueux qu'il convient juste de maintenir, d'alimenter pour que les deux environnements puissent cohabiter sans qu'ils ne soient forcément concurrentiels, parce qu'ils se complètent en réalité. Merci. Allez-vous? Allô? Oui, allez, oui, vous avez toujours la parole. Oui. Ok, je comprends ce qu'il dit, au fait. Et il a raison quelque part aussi. Et c'est seulement psychologiquement, en fait. Les gens, je pense que psychologiquement, ils sont un peu loin des banques. C'est un aspect psychologique. Ils pensent que les banques, c'est pour les autres, en fait. Il y a un écart, en fait. Et les wallets, ils viennent faire le rapprochement. Donc, exactement. Nos mamans, nos sœurs qui ne sont pas allés à l'école, et tous ces gens-là pour utiliser les wallets. C'est l'informel. Vous voulez dire que les wallets, c'est l'informel. Les banques sont trop formelles. C'est psychologiquement, les gens, ils sont pour loin des banques. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui doit aller à la banque. Tu vois, vous voyez cette expérience. Les wallets viennent un petit peu corriger cet aspect psychologique et nous rapprochent davantage de nos activités. Donc, c'est un peu lié à ça. C'est ça ma remarque. Merci, merci Aliou Bassouma. Comprenez que vous pouvez intervenir de nouveau à chaque instant. Moi, j'ai une question de journaliste, Mika, une question d'un simple citoyen. Un gap à peu près, ça revient à combien en termes de coût pour une banque? Alors, je vais vous donner une fourchette de prix. Un GAB, son prix peut varier d'une dizaine de millions jusqu'à une dizaine de millions, voire plus. Un seul GAB? Oui, un seul GAB. Donc, c'est une fourchette de prix. Et selon le type de GAB, ses fonctionnalités, les capacités du GAB. Donc, voilà. Donc, c'est un équipement qui est onéreux. Et là, ce n'est que la face visible de l'iceberg, parce qu'après, il y a tous les coûts qui sont adjacents au matériel. Il y a la mise en route, l'exploitation, la maintenance, les pièces détachées, les solutions logicielles qui tournent dessus, la sécurité qu'il faut mettre en œuvre, recharger le GAB en cash, en liquide, avant qu'il ne s'épuise. Toute la procédure et la sécurité liées à l'activité de rechargement de GAB. Donc voilà, c'est des machines quand même qui ont des coûts d'exploitation assez élevés. Sans oublier l'électricité, parce qu'un GAB, en principe, il ne s'arrête jamais, en plus. Exactement, tout à fait. Les GAB sont équipés d'onduleurs et l'onduleur est à son tour secouru par le groupe électrogène du site sur lequel il est. Après, bien sûr, il y a toute la partie connectique, interconnexion de réseau, parce qu'un GAB, c'est comme une machine. C'est comme le Zoom qu'on est en train d'utiliser. Si la connexion réseau entre le GAB et le système bancaire central n'est pas performant, il est lent ou il ne fonctionne pas, à ce moment-là, le GAB également, il n'a pratiquement pas d'utilité. Et à l'intérieur, ça se passe comment? Dites-moi si ça ne relève pas un peu de vos fonctions, parce que c'est très technique, de votre compétence, pardon, dites-moi. Mais à l'intérieur d'un GAB, on trouve quoi? L'autre partie que l'on ne voit pas, évidemment. Alors oui, j'ai un background technique, donc avant de passer au commercial, j'ai fait de la technique. J'ai touché à toutes les casquettes possibles et imaginables dans le milieu professionnel. Alors, pour simplifier, je dirais qu'un GAB, c'est la fusion d'un serveur ou d'un PC et d'un coffre-fort. C'est-à-dire que vous avez une machine avec une interface, un écran, ça se trouve derrière, le clavier, la souris et tout ce qui est connectique. Vous, en tant qu'utilisateur de GAB, vous ne le voyez pas devant. Devant, vous n'avez juste que l'interface client pour vous adresser au GAB, si je puis dire, pour donner des ordres, des commandes. Derrière,
vous avez de la mémoire, vous avez du processeur, vous avez du disque dur, vous avez du réseau. Donc, c'est pratiquement un serveur. Et de l'argent, n'oubliez pas, hein, l'essentiel, de l'argent aussi. Et de l'argent. Non? Donc, maintenant, l'argent, il est contenu dans un coffre-fort. Ah, d'accord. Et toujours. Il n'est pas entreposé, non? Alors, c'est une machine, en fait, si vous voulez, c'est une boîte, une grosse boîte qui peut quand même avoir 2 mètres de haut. Oui. Où la partie coffre, elle se trouve en bas, la partie argent, et tout le reste devant et après ce que le client voit. Parce que le coffre se trouve quand vous êtes en face d'un GAB, derrière, vous avez le local GAB. Et c'est là où se trouve l'ensemble donc des éléments que vous ne voyez pas. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez le cache qui est contenu dans un coffre qui doit être amené de manière mécanique au réceptacle ou au slot où vous pouvez retirer votre argent. Donc, dès que vous mettez votre carte, après, il y a tout un processus maintenant réseau de communication entre le GAB lui-même et le système bancaire de votre banque, qui va donc envoyer plusieurs messages aller-retour pour savoir qui est devant la carte, le code PIN, pour être sûr que vous avez le droit d'utiliser la carte, combien vous voulez retirer, est-ce que l'argent est disponible? Oui, non. Si l'argent est disponible, donc ordre est donné au GAB de délivrer de ce qu'ils appellent le dispensing, de remettre le montant qui a été demandé. Et à ce moment-là, donc, la partie logicielle du GAB va donner un ordre d'exécution mécanique au coffre. Mais ce coffre-là, en fait, il y a tout un mécanisme d'aller prendre l'argent, de le remonter, de le présenter, de l'entasser, de vérifier qu'il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de billets mis de travers. Et une fois que tous les billets sont… Et ça, tout se fait en interne, vous ne le voyez pas. Le résultat final, d'ailleurs, c'est le bruit que vous entendez. J'allais y venir, voilà. Voilà. Le bruit que vous entendez quand le GAB est en train de compter les billets, c'est qu'il est en train d'aller chercher les différents billets dans les cassettes. Parce que vous avez des cassettes de 10 000, des cassettes de 5 000, des cassettes de 2 000, etc., qui sont séparées. Et la machine ne se trompe jamais? Il y a quelques taux d'erreur, bien sûr. Il n'y a pas d'infaillibilité nulle part d'ailleurs. Mais le taux d'erreur est tellement bas qu'il faut compter plusieurs millions de transactions avant qu'il y ait une erreur liée au GAB lui-même. Parce que le GAB effectue, quand il va aller chercher les billets, ça se passe tellement vite que vous avez l'impression qu'il le prend un peu comme au hasard. Mais dites-vous bien que c'est un mécanisme qui va d'abord vérifier selon le poids, la taille, les informations. Il y a différents mécanismes de vérification à l'intérieur qui font que le GAB délivre exactement le montant qu'il doit délivrer. Ah, en tous les cas, c'est vraiment génial, hein, parce que tout se passe presque à la seconde près. Et derrière, vous nous apprenez qu'il y a pourtant tout un processus. Tout à fait, absolument, absolument. C'est un mix de logiciels, de réseaux, de mécanique, de sécurité. Et voilà, c'est une machine complexe qui justement fait le coût qu'il coûte en fait. Oui, mais maintenant, si on dépose un chèque, si on veut retirer un chèque, ça se passe comment avec les gaps que vous allez mettre en circulation, évidemment, bientôt? Alors, sur un GAB, ce que vous pouvez faire, c'est déposer un chèque. Disons que vous êtes détenteur d'un chèque, on vous a remis un chèque avec un montant donné. Oui. Au lieu d'aller en agence, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre jusqu'à un GAB qui est capable de faire du dépôt de cash, du dépôt de chèque. Il accepte le chèque. À ce moment-là, c'est le même principe. Vous vous présentez devant le GAB, vous mettez votre carte, vous vous identifiez. Dans le menu, vous choisissez, vous dites que vous voulez déposer un chèque. Et à ce moment-là, le GAB va donc passer dans un menu secondaire. Il va ouvrir le clapet, un clapet qui est dédié à cela, en vous disant d'introduire, de déposer le chèque. Il vous dira comment le faire. Sur certains GAB, il faut déposer le chèque en longueur, il faut le glisser. Sur d'autres GAB, vous pouvez le déposer en largeur si vous voulez. Ensuite, le GAB donc va prendre possession de ce chèque-là, va le traiter, parce qu'il est capable de reconnaître est-ce que c'est juste un bout de feuille que vous avez inséré aux bonnes dimensions et qu'il n'y a rien dessus. À ce moment-là, il vous le rejette. Si c'est un chèque, il va aller chercher, parce que vous savez, les chèques contiennent des informations de sécurité, des mécanismes de sécurité. Donc, le GAB est capable d'aller, grâce à un lecteur à l'intérieur, d'aller vous vérifier sur le chèque et de positionner, de faire des vérifications de sécurité pour s'assurer que c'est bel et bien un chèque qui lui a été remis. Et une fois que cette étape est faite, ensuite, le GAB va aller maintenant lire le contenu du chèque. Il va voir donc quel est le montant qui a été marqué sur le chèque. Et une fois qu'il a pris toutes ces informations-là, il va en prendre une photo, vous le montrez à l'écran pour confirmer que c'est bien ceci que vous avez voulu déposer, que vous voulez déposer sur le compte. Vous confirmez.
Et à ce moment-là, le GAB donc conserve le chèque et vous fait un ticket, un reçu, qui vous permet ensuite donc, selon maintenant certaines banques, dans les minutes qui suivent ou bien au jour ouvré suivant, vous avez le positionnement donc du montant sur votre compte bancaire. Oui, et quand le chèque est à l'ordre de quelqu'un d'autre qui n'a pas une carte GAB, autrement dit, qui doit venir se présenter avec une simple pièce d'identité, une carte nationale d'identité, à partir de ce moment, ça se passe comment? Dès lors que le GAB, si je comprends bien, ne lit pas les CNI, ou bien vous allez me dire que si la CNI est dotée d'une puce, ça devrait se passer autrement? Là, vous parlez dans le cas où vous voulez retirer, disons qu'on vous a remis un chèque. Oui. Et vous voulez aller retirer ce chèque-là, comme on dit On parle de remise, non? Oui, remise de chèque. Voilà. Mais une remise une remise à l'encaissement, c'est-à-dire que vous voulez présenter le chèque et que l'argent correspondant du chèque vous soit remis. Ressorte, voilà. Exactement. Non, les GAB ne le font pas par contre. Ah, d'accord. Les GAB aujourd'hui, c'est pour des raisons, je dirais, technologiques et sécuritaires également. Aujourd'hui, sur un GAB, vous pouvez déposer un chèque, déposer de l'argent ou retirer de l'argent. Mais retirer de l'argent sous réserve que vous avez un compte qui est rattaché à la carte que vous utilisez. Mais aujourd'hui, Ousmane m'a remis un chèque, je n'ai pas de compte bancaire du tout, je veux prendre ce chèque-là, aller sur un GAB et retirer l'argent et me voir remettre l'argent que Ousmane m'a mis sur le chèque. Donc ça, par contre, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille en agence pour que donc les guichetiers en fait, fassent ce travail-là, vérifient que ce chèque est bien existant, que le compte est approvisionné, etc. Et ensuite me remettre l'argent. Donc, il va falloir attendre un peu hein, parce que cette révolution n'est pas encore au rendez-vous. On avance un peu, Mika Diol. Je rappelle que depuis bientôt 50 minutes, on échange avec vous sur votre parcours, sur vos regards concernant les GAB, la monétique plus globalement. Actuellement, pour ouvrir davantage mes questions et m'assurer que je pose les bonnes questions, actuellement, c'est quoi les défis quand on parle de monétique au Sénégal et en Afrique? Alors, les défis que je vois dans le monde monétique et plus spécifiquement celui des GAB, c'est, écoutez, il est lié déjà à cette relation qu'on a avec l'argent liquide. J'avais récemment fait un post sur LinkedIn où en fait, je vais montrer les photos des anciens billets qui ont été retirés de la circulation à l'époque où en fait, il n'y avait pas beaucoup de banques, il n'y avait pratiquement pas de carte bancaire et très peu de GAB, encore peu. Les gens étaient très liés à l'argent physique. Donc, on achetait avec de l'argent liquide, on payait avec de l'argent liquide, on offrait avec de l'argent liquide, etc. Aujourd'hui, on en est à un stade où, en fait, avec la digitalisation, qui permet de faciliter la vie, je dirais, des utilisateurs, de simplifier les transactions, on en est arrivé à un stade où, en fait, on peut acheter, envoyer, faire énormément d'opérations sans qu'il y ait de l'argent physique. Donc, c'est cette relation-là qui existe entre les populations et l'argent liquide, sauf que les tendances montrent que autant, et ce phénomène a été accéléré par la COVID, en Europe et en Amérique du Nord, l'usage du cash, de l'argent liquide, comme on dit, a soit stagné ou au pire, en tout cas au pire ou au positif, ça dépend dans quel sens on se trouve, chuté. Mais en Afrique, en réalité, on n'est pas encore au stade où on est à du full digital, 100%, que le nombre de GAB va diminuer. Au contraire, en Afrique, le parc GAB va exploser parce que les gens ont encore cette relation très forte avec l'argent liquide. Et comment est-ce que vous allez vous connecter aux acteurs de la monnaie électronique? Je pense au Orange Money, au Wave, au Weasel, entre autres. Actuellement, vous en êtes où côté discussion? Alors, ça se passe de manière, si vous voulez, alors je vois un exemple très simple. Vous avez ces opérateurs-là ont ce qu'on appelle des API. C'est juste en fait des interfaces logicielles qui disent à n'importe quel autre applicatif ou dispositif qui veut s'y connecter quelles sont les règles, comment il faut faire la requête, comment il faut la formuler, comment la traiter, la rejeter, etc. Donc, comme c'est du logiciel, un GAB, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du matériel et du logiciel, c'est un serveur, ça embarque un système d'exploitation et des applicatifs là-dessus.
Donc, ces applicatifs-là, en fait, se connectent tout simplement aux API de ces mobile money et arrivent à communiquer ensemble. Et c'est grâce à Oui, ça, en fait, que les deux, le GAB avec son environnement système communique avec le mobile money sur la oui. partie applicative et ils font les échanges et après la transaction est délivrée. Merci, merci beaucoup. Peut-être quelques derniers mots. On vous laisse un peu, on vous suit un peu parce que si on est le seul à poser les questions, ça veut dire que si on ne connaît pas le secteur, c'est qu'on est dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre et à quelle perspective nous attendre avec l'arrivée de outsource monétique sur le marché? En fait, notre mission, elle est très simple, hein. Elle est de transformer et de moderniser le canal GAB en Afrique de l'Ouest et du Centre, sur les Oui, 14 pays que nous couvrons, donc la zone UEMOA et CEMAC. C'est-à-dire, c'est de changer, en fait, comme l'a dit M. Bassoum tout à l'heure, oui, cette vision ou cette mentalité ou cette culture que les gens ont en disant que GAB égale forcément personne qui a un compte bancaire ou qui a forcément une carte bancaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut même retirer de l'argent sur un GAB sans détenir sa carte. C'est-à-dire que vous êtes client bancaire, vous avez une carte bancaire, vous allez à un GAB, mais vous vous rendez compte que vous avez oublié votre carte à la maison. oui, Ici au Sénégal, il faudra retourner chez soi, aller prendre la carte. C'est la seule solution. Alors que les GAB vont jusqu'à faire ce qu'on appelle du contactless et du cardless. C'est-à-dire que contactless dans le sens où, en fait, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre physiquement votre carte et de oui. l'insérer dans le GAB. Vous pouvez juste le positionner à quelques centimètres. Il y a un lecteur qui va le lire et qui va contenir la transaction. Ou bien en cardless, c'est-à-dire que même si vous avez oublié votre carte à la maison, vous avez quand même la possibilité d'interagir avec le GAB via un menu spécial qui va vous authentifier, qui va vous envoyer un code, qui va vérifier que vous avez le bon PIN code par SMS que vous lui retournez et vous pourrez malgré tout retirer de l'argent. Donc, je pense que ce que nous, en tout cas, on voit comme changement chez Outsource Monétique, et c'est le positionnement qu'on se donne, c'est de se Oui. dire que dans les prochaines années, à partir de maintenant, le parc GAB, bien sûr, c'est un travail de longue haleine, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Oui. Donc, vous pouvez l'imaginer au vu des investissements, des coûts, du process et de tout ce que ça implique comme action à faire. Mais plus on avancera et plus les gens se rendront compte, la population, les utilisateurs en tout cas, que tiens, il y a un nouveau type de GAB qui est maintenant disponible avec des Oui. services beaucoup plus complets et qui sont délivrés donc par une compagnie différente de ce qui existe sur la place actuellement. Dernière question, comment allez-vous convaincre les acteurs bancaires dans la mesure où vous nous rappelez effectivement que pour beaucoup, on préfère rester un peu au système actuel avec des gaps un peu plus modestes. Comment vous allez convaincre les acteurs bancaires qu'il faut évoluer, qu'il faut embrasser les innovations en cours? Ben écoutez, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, il y a encore deux manières. C'est encore cette fameuse loi de l'offre et de la demande. Si aujourd'hui les banques, je veux dire, voient tout de suite la pertinence d'un modèle qu'on offre et qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à implémenter, à ce moment-là, donc, ce sont les banques qui iront de manière naturelle vers ces solutions-là et qui les implémenteront. Par contre, éventuellement, si ce n'est pas le cas, ben à ce moment-là, c'est grâce à nous, à l'offre qu'on met sur la place, ben les clients seront de plus en plus exigeants, de plus en plus critiques, de plus en plus demandeurs. Et à ce moment-là, ça amènera naturellement les banques à s'aligner. Donc, encore une fois, ce sont ces deux fameuses forces d'offre et de la demande qu'il faut juste savoir gérer de manière intelligente et de pouvoir amener ensuite donc le parc GAB du Sénégal et des pays qu'on couvre à évoluer de manière, je dirais, beaucoup plus moderne et adaptée aux besoins. Dernière question avant de nous quitter, Mika Diol. Aujourd'hui, vous allez donc vous spécialiser dans tout ce qui est GAB. En Afrique, vous en avez précisé les zones. Vous disposez de tout ce matériel-là. Ça va se passer comment? Vous avez les usines et tout le matériel que ça demande? Alors non, on ne fabrique pas de GAB. On n'a pas d'usine de GAB.
On utilise les GAB des constructeurs qui sont des compagnies dont c'est le métier, qui fabriquent ces GAB-là. Donc, nous, on s'approvisionne auprès de ces GAB-là, auprès de ces compagnies-là, et on délivre les GAB sur place. Par contre, dès que le GAB rentre dans le pays concerné, à ce moment-là, c'est pris en charge de manière totale, à 100%, par nos équipes techniques et commerciales qui s'assurent donc du déploiement, de la mise en route, de l'intégration, de la maintenance, du suivi, de la gestion des incidents s'il y a un incident sur le GAB, etc. Donc voilà, c'est une chaîne. C'est une chaîne donc, une sorte de SAV, non? Si, bien sûr, absolument. Tous les GAB que nous proposons sont de facto sous SAV et maintenance par nos propres équipes. Merci, merci infiniment, Mika Diol. Je rappelle que vous avez été dans de grandes multinationales. Une multinationale, par définition, elle est grande. Disons, dans de prestigieuses multinationales, Microsoft, Oracle. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui, pour la première fois, alors que ces après-midi de la tech vont bientôt atteindre leur première année, de vous recevoir dans ces sessions pour échanger avec le public. Je rappelle que ce panel fera l'objet d'un replay un peu plus tard dans la soirée. On en profite pour saluer les acteurs qui sont avec nous sur Zoom. Je pense à la grande sœur Odile Barry, qui sûrement s'est connectée parce qu'elle voulait prendre mes nouvelles sans pour autant m'appeler derrière. Donc Odile, on va sûrement s'appeler. Ou bien elle est là pour toi. Elle est là pour toi. En fait, Odile est la country manager de Outsource Monétique Sénégal. Ah, parfait. Donc, là, je trouve l'argument idéal pour me fâcher. Donc, elle n'est pas là pour se reconnecter et prendre des nouvelles de son frère Ousmane, mais elle est plutôt là pour des raisons professionnelles. Odile, bon, je taquine évidemment, mais ça fait plaisir en même temps d'avoir cette belle surprise. Je salue Aliou Bassou, Mokhtar Thiao, qui nous dit être en route pour le Fouta. Et donc, par définition, parce que c'est le monde rural, malheureusement, il est confronté à des soucis de réseau. C'est comme moi, qui, une fois quand je me rends à Saint-Louis, je n'ai même pas la 1G là-bas, moi qui suis à Dakar et qui parle régulièrement de connectivité, de GAP, de 5G, de NG. Merci infiniment à tout le monde. Merci à vous, Mika Diol. Merci beaucoup. On va sûrement se retrouver mercredi prochain. Nous serons le 12 mai 2021, Inch'Allah, parce que nous allons recevoir les acteurs justement de ce monde bancaire pour voir un peu comment évoluer autour de la question que voici. La digitalisation du secteur bancaire rime-t-elle avec une meilleure qualité de service? Et là, vous verrez que ça va être un peu la suite logique du panel d'aujourd'hui avec les acteurs du monde bancaire, tous les acteurs, toutes les sensibilités, Inch'Allah, qui gravitent autour de ce monde-là. On va voir que ça n'est pas forcément que un monde de milliards de sous, il y a tout un ensemble de complexités derrière qu'il va falloir comprendre pour évoluer. Merci à tout le monde. Rendez-vous donc mercredi prochain, Inch'Allah. Et Mika nous retrouvera aux côtés des autres acteurs du monde bancaire. À bientôt, bonne soirée et bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir tout le monde.